attends, je vérifie. Ouais, je réfléchis. Dans l'envers du décor, on commence à être Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Je pense que c'est On y bon. va? Ah voilà. Et elle a repris, elle passe par la suite. Alors, je m'appelle Marguerite Thénault, et j'ai 30 ans. J'ai 28 ans, je suis française mais je vis en Belgique depuis 8 ans. Et je suis designer de mode. Alors là, on est chez moi à Paris et on est quasiment 2 ans plus tard, je crois. Je vais présenter ma nouvelle collection qui s'appelle Persona et sur laquelle je bosse donc depuis 2 ans. Cette nouvelle collection, je la travaille d'une manière un petit peu différente de d'habitude. Là, j'ai décidé de partir en premier des personnes que j'ai envie d'habiller. Et surtout des femmes en fait, qui m'entourent et qui m'inspirent. Et pourquoi pas en fait, commencer à développer un nouveau projet à partir d'elles, à partir de leur personnalité, de leur garde-robe et de leur façon d'être, quoi. Je m'appelle Camille Moncarnel, entrepreneuse, autrice et conférencière. Je suis la fondatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe Slito. Je m'appelle Alice Pfeiffer, je suis journaliste et autrice et j'ai écrit 2 livres. Pauline Anna, je suis danseuse au Crazy Horse depuis 7 ans. Je réalise mon premier documentaire et j'ai aussi un studio de création. Hanan ou Hanan, j'ai fait des études d'architecture et là j'ai décidé de reprendre mes études et je suis en train de faire de l'éducation spécialisée. Je m'appelle Claude Emmanuel, je suis une artiste pluridisciplinaire, du coup autour de la mode, de l'acting et dernièrement du DJing. Également tout ce qui a un rapport avec les questions de la transitude et des transidentités, dont je fais aussi partie puisque je suis une femme trans. Ouais, top. J'adore. Je pense que c'est toujours important d'avoir un peu des modèles et des choses comme ça pour se construire et pour voir la vie. Et donc là, c'est mes modèles. Mon histoire, c'est que j'ai été abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais quelques jours et je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel, parmi des dizaines et des dizaines d'enfants, il s'avère que j'étais la seule fille. Et à ce moment-là, mes parents sont arrivés au Niger avec la volonté d'adopter. Donc les démarches sont allées très vite. À 2 mois, j'étais chez nous. On a fait 5 ans au Niger, 4 ans à Montargis, dans le Loiret en France, 5 ans à Madrid et 4 ans à Madagascar. J'ai grandi dans une famille où la sécurité financière a toujours été incarnée et portée par une femme et la sécurité émotionnelle par un homme. Je suis passionnée de cuisine depuis que j'ai 5 ans, de par mon papa. Et la première fois que j'ai dit que je voulais être la première chef-feu noire française dans le guide Michelin, j'avais 12 ans. Donc on va pas se mentir, j'ai toujours eu un sujet avec le pouvoir. Et je l'assume. J'ai commencé la danse à 4 ans. Je faisais de la danse classique. J'ai découvert le Crazy à 8 ans avec une vidéo. Je me suis dit instantanément que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Donc je me suis formée en danse classique. J'étais au ballet de Munich en danseuse classique. Et donc j'ai passé l'audition Crazy et je l'ai passée plusieurs fois. Et j'ai été prise en 2017. Pour le mannequinat, c'était vraiment une passion. En gros, depuis que je suis gamine, je voulais en faire, mais vu que je viens d'une famille maghrébine, c'était un peu mal vu. Du coup, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et quand j'ai pris mon indépendance, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais le regretter. Du coup, autant en profiter et le faire. J'ai eu l'occasion d'être dans les 5 ans du magazine Vogue arabien. Et en tant que maghrébine, c'était vraiment un exploit. Je sais pas, c'est pas vu une Maturman, ou Maturman, on lui a fait ça. Ouais. J'ai fait un premier master en Gender Studies, où j'ai étudié la question du vêtement, et un deuxième en sociologie. Et j'ai écrit 2 livres. Alors le premier, c'est sur la construction super problématique et excluante qu'est le mythe de la Parisienne, qui serait donc un pays, un corps, point. Donc ça c'était un. Et le deuxième, c'est le goût du moche, et c'est la question de qu'est-ce que le bon et le mauvais goût. Je crois que j'ai passé longtemps à avoir honte des goûts de certaines personnes de ma famille, honte des goûts que j'avais pu avoir plus tôt, honte de là où j'avais grandi. Donc en fait, c'est de se demander si le goût est politique. Mais Dixit, t'es sérieuse ou pas? Franchement, cérémonie là. Elle est chaude, ça, c'est vrai.
Finalement, je comprends qu'être une des seules femmes noires jeunes, qui plus est, dans un milieu majoritairement dominé par des hommes blancs cis de 50 ans, c'est très politique. Et donc, j'intègre cette école qui est Ferrandi. Mais à la fin de mes études, je commence à réfléchir à une notion et à un questionnement qui me paraît essentiel dans ma démarche. Et dans mon questionnement, c'est la langue française et les langues en général. Moi, je suis en fight avec la langue française depuis que j'ai 6 ans, que je suis en CP, que j'ai une prof qui m'apprend à conjuguer, qui me demande de conjuguer une phrase où il y a 3 femmes et un homme et je la conjugue au féminin. Et qu'elle me dit ah bah c'est super que Camille ait fait la faute parce que ça nous permet d'introduire la règle du masculin l'emporte sur le féminin. Et globalement, déjà à cet âge-là, je faisais 3 têtes de plus que tout le monde, j'imposais plus que tout le monde, j'étais la seule qu'on remarquait dans la cour de récré. Donc il y avait un truc très pragmatique de bah en fait non, je l'emporte sur le masculin. Donc je me prends ça et depuis ce jour-là, je pense que c'est pour ça que j'ai aussi voulu autant investir la langue française et créer des ouvrages pour apporter une réponse à ce fameux le masculin l'emporte sur le féminin. Le seul pouvoir que j'ai là, maintenant, à court terme, c'est de me réapproprier les expressions de la langue française au quotidien. À la place de je m'en bats les couilles, je commence à dire je m'en bats avec l'étau. À ce moment-là, il y avait des magazines féminins, mais c'est encore à l'époque, tu vois, où on t'explique que t'es soit vaginale, soit clitoridienne. Du contenu pornographique dans lequel je me reconnais pas du tout. Et donc, j'ouvre Instagram et je dis en fait, vous savez quoi, vous m'avez saoulée. Je m'en bats avec l'étau. Et une punch, 2 punch, 3 punch. Et je suis ce qu'on appelle, d'un point de vue purement marketing, un buzz. Donc, je dévoile mon identité à la télé. Je suis Daphné Burki, je t'aime, etc. 400 messages ce soir-là, dont la moitié de personnes qui me disent je me sens trop mal parce qu'en fait dans mon imaginaire tu pouvais pas être noire. Et ça c'est un vrai truc qu'on m'a dit. Bah tu t'appelles Camille, donc pour nous c'était pas possible. Tu fais pas de faute d'orthographe, t'arrives avec un concept hyper innovant et puis je sais pas, quand t'es noire et féministe t'es forcément afro-féministe, donc ta couleur de peau c'est le premier truc que tu mets en avant. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts à Perpignan, à Villarson, et un échange à la aide. Forcément, mon principal attrait pour les Beaux-Arts et mon travail, c'était les questions de frontières et d'identité, parce que j'ai grandi à Perpignan, une ville à la frontière espagnole, qui est très pauvre. Il y a beaucoup de cultures différentes, et en même temps, il y a un profond mépris des personnes racisées sur place. Et moi, je me posais toujours de savoir quelle était ma place dans ce domaine, dans ce milieu-là. Et c'est un espace qui me fait toujours terriblement peur. À l'origine, j'étais prédestinée à devenir conceptual artiste, donc artiste d'art conceptuel. J'adore que les objets du quotidien, parce qu'on leur met un truc dessus ou qu'on vient leur donner une autre fonction, en quelque sorte, ils transcendent, voire transitionnent de sens. Et donc d'utilité. J'ai toujours été fan de fleurs, j'adore les motifs, j'adore les grosses fleurs. Et on est parti du coup sur vraiment déjà l'habit dans lequel je me sentais le plus à l'aise avec après son inspiration beaucoup plus artistique. Mais le modèle un peu crop top avec le taille haute, tous mes pantalons sont des pantalons taille haute. Ça met en valeur mes hanches, ça met en valeur mes fesses. Et moi j'avoue je l'ai un peu pensé aussi en truc genre femme femme de la ville, ouais, citadine, tu vois, genre je t'imaginais un peu habiter la ville avec ça. Mais j'habite la ville. En fait, c'est typiquement, c'est le genre de tenue que je mets, je pourrais mettre tous les jours. Là pour le coup. Celle-ci ou celle d'avant? Les deux. Moi, j'irais faire mes courses avec ça en fait. Pourquoi? Il y a toujours cette dualité de faire des pièces super accessibles et d'autres qu'on porterait jamais à part au Met Gala ou dans des occasions très spéciales. Et l'idée de cette collection, comme celle d'avant, c'est de faire se rencontrer ces pièces et les faire aller ensemble. Évidemment, je suis allée voir un peu dans l'historique, comme c'est quelque chose qui me plaît. Je suis venue lier des codes, des sous-vêtements du 18 et du 19e siècle. Mais là, je suis vraiment allée simplifier à chaque fois les principes et les ajouter à des codes plus contemporains, notamment des codes sportswear. Et après, par-dessus, je suis venue ajouter des motifs, des couleurs et des ambiances des intérieurs des années 70. Je l'ai découpé. Mais de ça, on l'avait filmé. Hop. Et là, elle est en train de la faire aussi sur la veste en jean. Oui, ça c'était la toile qu'on avait essayé. Il y a aussi quelque chose autour de l'empreinte du corps qui m'importe beaucoup. Donc je suis allée voir les anthropométries de Klein. Et donc là, je suis venue l'apprendre pour créer en fait mes propres empreintes de bustier. Et c'est comme ça un peu une signature qu'on retrouve dans toute la collection.
Mais voilà, on peut dire que mes références, c'est une femme qui peut porter du prêt-à-porter, un jogging à volant, des femmes qui ont des cheminements, des parcours de vie, qui arrivent à se construire, à s'accepter, à assumer leur identité. J'ai essayé de faire un doctorat à Paris 8 en sciences et technologies des arts. Donc, j'ai essayé 2 ans et les questions de transidentité, ça n'a jamais été très pris au sérieux par l'équipe professorale. Et j'ai commencé à me poser vraiment 1001 questions sur mon sens de la vie, jusqu'à un moment donné où en fait il y a un point de non-retour et je tente de mettre fin à mes jours. Mais bizarrement, en me réveillant, je réalise que c'est peut-être une chance d'essayer de catch des choses que je pensais jamais pouvoir faire. Donc je commence à, un peu comme un projet plastique, à documenter sur Instagram mon parcours de vie et aussi à donner mes opinions, souvent en rapport avec mon parcours de vie et ma condition. Donc entre 2015 et 2017, je change beaucoup physiquement parce que du coup, je passe de 175 kg à 70 kg. Je fais ma transition de genre aussi et je croise Gaspard Noé dans la rue et il me croise et moi je continue ma route et un mois après je me retrouve à jouer dans Climax et c'est comme ça que tout commence. Et suite à ça, je me fais repérer et je deviens la première personne trans à faire de la beauté pour Yves Saint Laurent Beauté. Et c'est comme ça que je commence à rentrer dans le mannequinat alors que je fais pas du 34, que je suis une personne trans, que je suis racisée, que j'ai des cicatrices partout, des stigmates et tout. Et pourtant, je rentre dans ça et je vois en ça une espèce d'opportunité pour revaloriser les personnes qui ont mon parcours de vie. C'était facile et à la fois difficile de trouver une place dans le mannequinat. Et j'ai dû passer par des changements capillaires. Et du coup, j'ai décoloré mes sourcils, j'ai fait une coupe à la garçon manqué. Mais après, c'était compliqué dans le sens où j'ai dû rester avec ce profil androgyne pendant longtemps. Et à un moment, je voulais vraiment être moi-même. Et ce à quoi je ressemble de base, profil typé maghrébine. Tu vois, une de mes activités principales, c'est notamment le fait d'écrire des livres. Le premier, né 8 mois après la naissance du compte Instagram, je m'en bats le clito. C'est le moment où on a énormément de censure sur les réseaux sociaux. Le deuxième, ado sexo, je l'ai écrit pendant 2 ans. Un guide d'éducation sexuelle pour ados, écrit avec des ados, avec une dimension inclusive, participative. Donc ça, c'était ado sexo. Et les mots du cul, c'est la volonté de protéger à travers une institution mon propos. Et donc là, je suis avec le Robert, qui est l'institution par excellence qui traite de la langue française. Donc moi, pour la première fois, on n'a pas voulu me ramener à la meuf un peu marrante, charismatique, qui fait des punchs sur Instagram et qui a de la répartie. Mais d'un seul coup, il y a eu un truc de... En fait, on va d'abord lui parler de la langue et après, potentiellement, on va lui parler de sexualité. Et le prochain, c'est un livre sur le racisme, qui s'appelle « Être raciste, c'est quoi ?» Les gens ne disent pas que le racisme n'existe pas, ils disent qu'ils ne sont pas racistes. Donc, je me permets de compléter cette réponse en disant « Est-ce que tu es sûr ?» Même si c'est quand même tendu de donner son avis de façon très directe et sans filtre, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, c'est un truc que j'ai accepté aussi, c'est le fait de ne jamais faire l'unanimité. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les mêmes possibilités de vie que tout un chacune. Mais je crois aussi vouloir incarner un modèle féminin français, parce que moi, j'ai grandi avec des modèles qui ne me ressemblaient pas. Et que quand je prenais le métro, et que quand je voyais les unes de magazines dans les aéroports, et que quand mes parents m'emmenaient en expo et que je regardais des débats à l'Assemblée, en fait, les personnes comme moi, on n'existait pas, on était nulle part. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est une grande violence. Je suis toujours très heureuse de pouvoir représenter, bien que actuellement, c'est vrai que mon envie première, ça serait de ne pas être devant la caméra, mais d'être derrière maintenant. Moi qui ai toujours fait de la photo et de l'image parce que j'adore ça, c'était logique de remettre le crazy en image, mais de donner plus d'aspérité, de donner la parole aux femmes, parce que moi je le vis de l'intérieur et les filles avec qui je bosse, c'est des femmes extraordinaires, quoi. Il y a tout un type de personnes qui trouvent ça très très beau et qui comprend la démarche artistique, et toute une autre catégorie de personnes qui peut être amenée à dénigrer ce que c'est par le simple fait qu'on soit nu.
l'appréciation qu'on a des personnes trans, il est très empli de préjugés et de stigmates du travail du sexe et compagnie. Et je veux apporter une vision différente, d'expliquer qu'il y a des choses qui sont possibles en dehors. Les processus linguistiques et textiles sont hyper proches. C'est tous les deux, on dit que c'est des systèmes de citation aussi. Donc effectivement, tu vois un vêtement, c'est comme un texte. Un vêtement peut se lire comme un texte, un corps peut se lire comme un récit. Il y a quand même toujours l'idée un peu de s'assumer quand on porte mes créations parce que elles sont quand même... elles sont pas passe-partout. Même moi, parce que j'essaye beaucoup mes créations, j'ai l'impression de me déguiser des fois quand je porte mes robes couture, mais en même temps c'est rigolo. J'ai un rapport au vestimentaire qui est de l'ordre de faut que ça soit quelque chose qui fasse que j'impose encore plus. Il n'y a pas un rendez-vous professionnel où j'ai pas de talons, parce que ça me permet de... Je fais 1m85 sans talons, ça me permet de faire 2 mètres. Globalement, ça veut dire que toutes les personnes à qui je vais serrer la main vont devoir lever la tête pour me dire bonjour. J'ai un truc d'occupation de l'espace qui pour moi est central. Dans la construction de mon identité, les vêtements c'est vraiment la base des bases pour me faire percevoir en société. C'est même pas une armure, c'est une extension de ma personnalité. Moi, en ce moment, alors moi j'ai eu 39 ans et j'ai l'impression d'avoir 500 ans. Et en fait, moi je me demande à quel moment tu connais ce terme edgy grandma, grand-mère faux-folle. À quel moment tu deviens grand-mère faux-folle? Parce que c'est vrai que moi j'ai encore un piercing au septum et je me dis à quel moment... Comment, surtout en tant que personne queer, tu vieillis sans de rentrer dans des codes hétéros parce qu'il n'y a pas vraiment de mémoire queer. J'ai un traumatisme de la première fois que j'ai essayé une robe de mariée, parce que j'ai failli me marier, et où je me suis trouvée horrible dedans. Et en fait, je me suis dit, franchement, genre, je reviendrai essayer cette robe, mais quand je me trouverai au top de moi-même. Non, je ne l'ai pas réessayé, mais depuis, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de vêtements. J'ai signé dans différentes agences et à chaque saison, j'ai l'impression qu'on m'appelle pour faire un statement et moi, je le prends toujours, quoi. Je disais que j'ai contacté des usines de tissus en Belgique qui ne revalorisent pas normalement ces tissus-là. Elles avaient des énormes chariots remplis de tissus qui allaient être jetés, quoi. Et on en a pris... Donc il faut un peu chercher, mais ça se trouve, quoi. Mais en effet, il y a du gâchis partout. Et en fait, la collection est faite entièrement de dead stock et de chutes de tissus et de restes, même de tissus que j'ai déjà utilisés dans d'autres pièces. C'est que des chutes de dentelle que j'ai récupérées en maison de couture et qui allaient être jetées, ou des chutes d'anciennes tenues que j'ai fait, genre des tenues de robes de mariée, de mariage, il y en a pas mal. Et l'idée c'est de mixer genre des super belles dentelles qui viennent de chez Solstice. Ah, il y a un trou. Ah non, c'est du tulle. Non, ça va. Mon idée là-dedans, c'est évidemment de pas créer de nouvelles matières. Et donc, il y en a des très belles, il y en a des moins belles, tu vois. Là, il y a des choses beaucoup plus simples et classiques. Et l'idée, c'est de les marier ensemble et puis de faire une belle pièce. En fait, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, qui coûte beaucoup d'argent et qui est très difficilement viable financièrement. Il y a d'autres rouleaux de dead stock qu'on a récupérés aussi où le rouleau était tout beau. Et en fait, on l'a déroulé et en fait, t'avais plein de coutures dedans. Le tissu était fendu, il y avait des écritures au feutre. Ouais, il y avait un rouleau qui était correct et qui pouvait servir pour faire des vêtements, mais il y avait tellement de taches d'humidité et de traces un petit peu burk dessus que la qualité du velours en pâtissait vraiment et on peut pas présenter ça sur une pièce nouvelle, c'est pas possible. Ouais. Et du coup il faut adapter, placer le patron à certains endroits, couper en plusieurs parties, etc. Et en fait ça prend un temps mais monstre. Mais après parce que je trouve que c'est un bon terrain de jeu et là j'ai envie que cette collection elle montre aux personnes qui vont la regarder et de dire écoutez les gars, genre cette pièce c'était que des rouleaux qui étaient dans une poubelle. C'est peut-être un peu trash de dire ça comme ça, mais c'est la réalité, ça allait être détruit. C'est un vrai choix en fait d'avoir voulu m'écarter de ces grosses structures de maisons aussi. J'ai vraiment toujours eu un petit décalage ou de me sentir prise dans un tourbillon trop gros, dans
un schéma trop gros et que je voulais revenir à quelque chose de plus petit. Oui, c'est difficile de travailler toute seule, ouais. Mais là, ce qui est chouette, c'est que j'ai une stagiaire, Léa, qui m'a beaucoup aidée pendant 2 mois et qui m'a aidée un peu à avancer sur tous mes projets. Et Quentin, mon stagiaire en ce moment, qui bosse avec moi. Il y a Dimitri qui essaie de m'appeler plus tard. Oui, il vient de refuser pour l'événement. Le fait d'être toute seule, ça fait que je dois me démultiplier. Je gère tout ce qui est production, je gère tout ce qui est business plan, marketing. Franchement, c'est dur de ne pas penser en fait, à mon activité, même quand je suis chez moi. Et c'est chouette de pouvoir faire tout ça, mais c'est un petit peu fatigant aussi. Hello! Coucou! Ça va, la vie a été bien remplie dernièrement. Mais toi aussi, je crois, non? Ouais, bah en fait, genre, ne stresse pas du fait qu'on ait eu un peu du mal à se parler dernièrement et tout, parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de choses en cours et du coup, j'ai dû mettre un petit peu cette collection-là en stand-by. La collection a pris beaucoup plus de temps que prévu. Parce que en fait, la dernière fois, peu après qu'on se soit vu, j'ai fait, je pense que c'est une sorte de burn-out. J'ai été prise d'une chose qui a fait que je suis allée très mal et que j'ai arrêté de travailler d'un coup et que j'ai pas pu mettre les pieds dans mon atelier. Et j'ai pris trop de travail en même temps, j'ai accepté trop de projets en même temps et je me suis un peu brûlé les ailes, si on peut dire ça. Je suis bipolaire de maladie et j'ai eu une crise. Et ma crise, ça a fait que j'ai dû arrêter plein d'activités que je faisais dans le passé. Et tout ce qui était source de stress, c'était pas bon pour ma bipolarité. Ça a déclenché mes crises. Mon parcours, oui, il a été assez long, il a été assez compliqué. Mais quand on rêve de quelque chose, on est accompagné. Moi, je dis toujours que mon rêve, c'était comme un petit pote à côté de moi. J'assume la dimension machine de guerre qui aujourd'hui, je déconstruis aussi, hein, c'est-à-dire que je peux aussi me reposer et prendre du temps et parfois ne pas savoir faire. Par contre, il y a un truc que j'ai dès le début, c'est que j'ai toujours demandé de l'aide. Personnellement, je sens que mon identité, elle est construite de mes traumatismes. Je ne vis pas à travers eux, mais les avoir analysés, ça me permet d'avoir des bases fondamentales pour savoir qui je suis réellement dans cette société. Allez, ouais, Quentin, on y va. On vit tous dans une époque quand même un peu nulle, avec beaucoup de choses sombres. Mais oui, pour moi, faire de la mode, c'est un truc positif en général, dans les bons jours. Et moi, j'ai envie, en étant jeune créatrice, de porter un message d'espoir, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de lumière, j'ai envie de brillance. J'ai envie de créer des émotions positives, en tout cas. En fait, on prend le temps de créer des choses qui vont rester, qui racontent quelque chose et qui racontent quelque chose à long terme. Claude, Camille et Hanan, elles sont là depuis le début et oui, il y a peut-être l'idée d'une résilience commune. Ça fait du bien d'être soutenue, ouais. Par elles, mais par toutes les autres personnes. Et donc on y va.